c'est le soufisme. Nous, et quand on est soufi, quand on a une vision mystique du monde, et c'est la seule vision que nous pensons être adéquate à l'image, au message originel, c'est que personne ne détient la vérité avec un grand V. Bien au contraire. Et je crois que l'islam a prouvé cette tolérance et cette vision du monde, parce que on ne peut pas expliquer l'expansion de l'islam en un siècle en disant c'est les armes, c'est une petite poignée de bédouins qui sont allés conquérir le monde, et c'est pas possible. Une poignée de bédouins ne peut pas aller conquérir le monde et mettre à ses pieds Rome et Byzance, et c'est pas possible. Il a fallu que ça soit un discours qui se tienne d'abord, un discours très fort, mais aussi un discours très malléable. L'islam a le don, si vous voulez, de conjuguer les vérités. Nous ne détenons pas la vérité. Et je lutte pour que justement on revienne à cette tolérance. Parce que dans un contexte de mondialisation, c'est plus possible, sans risquer de libaniser le monde, de dire c'est ma vérité. Non, nous ne comptons pas du tout dire que l'islam est la seule vérité, c'est ne rien comprendre au Coran, parce que dans le Coran, la différence, c'est quelque chose qui durera éternellement. Dieu nous l'assure dans le Coran. Nous avons été créés pour être différents, et si la différence n'existe plus, le monde n'existera plus. Voilà. Avec l'Algérie, oui. Tout le monde islamique, parce que finalement votre mouvement est très intéressant, bien sûr, mais enfin il est seul en pays marocain. Bon, est-ce que vous arrivez quand même à étendre un petit peu votre conception du statut de la femme, et puis du mouvement, enfin du changement que vous préconisez? Oui, ce que je peux vous assurer, madame, c'est qu'on fait tout. J'étais en train, juste avant l'ouverture de la rencontre, d'expliquer à monsieur Tuquois que notre association a créé un comité de sensibilisation concernant le statut de la femme. Je viens à votre question, je suis en train de l'introduire. Et nous commençons d'abord par nos militants, parce que nous estimons que notre association est absolument très loin de cette idée d'embrigadement qu'on essaye de promouvoir concernant le mouvement islamiste. Nous ne pensons pas que nous sommes un instrument politique. Nous sommes peut-être aussi un instrument politique, mais ce n'est pas prioritaire chez nous. Nous pensons que nous sommes une école de pensée où nos militants viennent apprendre, réapprendre. Ce sont eux les premiers qui réapprennent la tolérance, qui réapprennent à appréhender, si vous voulez, le statut de la femme comme il faut. Et c'est très important parce que, par exemple, au sein de notre association, nous avons un comité de oulémas. Pas les oulémas officiels qui reproduisent le discours du despotisme, du statut de la femme patriarcale, qui revient au patriarcat, mais qui essayent de comprendre le message islamique. Et nous faisons nos classes, nous sommes en train de nous former. Et je pense que, malgré toutes les frontières réelles créées par il faut le dire, par le colonialisme, c'est des frontières qui, malgré tout, restent précaires et restent facilement voilà, merci beaucoup. Je cherchais le terme. Et il y a une certaine osmose spirituelle, intellectuelle, qui se passe au niveau de la pensée, si vous voulez, dans le monde musulman. Nous marchons très doucement, étant donné tous les bâtons dans les roues qu'on nous met, étant donné toutes les résistances, si vous voulez, qui existent dans le monde musulman, parce que c'est vrai que nous prenons la tolérance, nous essayons une relecture très ouverte et très posée de notre message coranique, mais de l'autre côté du monde musulman, il y a le virus wahhabite, pas facilement guérissable, pas facilement destructible. Pourquoi? Parce qu'il y a le pétrodollar. Nous, on a beau dire, on a beau faire, vous savez, s'il n'y a pas l'argent, la pensée, elle reste là où elle est. On essaie par tous les moyens mais d'abord, il y a une résistance donc de l'État. On nous empêche d'avoir notre notre quotidien, on est interdit. Juste dernièrement, c'est les derniers événements justement. On nous a
confisqué un autre journal qui appartenait à notre mouvement estudiantin. Alors, en plus de ça, quand il y a quand vous allez dans les librairies, c'est frappant dans le monde musulman. Tous les livres de valeur, il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls, vous savez. C'est vrai que nous, c'est vrai que nous sommes organisés, nous, en association. Mais partout dans le monde musulman, il y a des têtes bien pensantes qui essayent de promouvoir le même discours. Je crois que comme je disais tout à l'heure, c'est une récurrence historique et sociale. C'est pas seulement un accident de l'histoire. Et au Maroc, bon, non, je crois qu'il y a un véritable renouveau dans la pensée musulmane. Mais c'est des voix qu'on n'entend pas, parce que quand on rentre dans les librairies, c'est désolant, mais c'est comme ça. Il y a des livres extraordinaires tels que La libération de la femme au temps du prophète, et qui, je crois, traduit en français, qui a été traduit dernièrement. Oui, l'encyclopédie de la femme musulmane, c'est extraordinaire. C'est, je dirais même révolutionnaire concernant le statut de la femme. Mais ça coûte cher, parce que les gens qui l'ont écrit ne peuvent pas se permettre de le distribuer. Alors qu'en sortant, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, quand une petite islamiste qui vit le renouveau de sa foi, le renouveau de rentre dans une librairie pour s'instruire, en sortant, elle trouve des petits livres gratuits. Elle ne sait pas pourquoi c'est gratuit, parce que nous sommes des analphabètes au Maroc. Elle dit, ben c'est parfait, alors je prends ça, mais je ne peux pas me payer un bouquin qui coûte... Et c'est l'horreur wahhabite. C'est le dit la statut de la femme doit rester au foyer, la femme c'est fait pour faire des gosses, la femme doit se taire, la femme doit machin. Moi je suis désolée, c'est pas ça la loi islamique. Puis couper les mains, couper les têtes, c'est bon, attendez, trivial. La discussion a commencé il y a bientôt 1h30, donc je vais peut-être prendre une dernière question, et ensuite donc, puisqu'ils ont la gentillesse de nous offrir un thé, on passera dans la pièce à côté. Pardon. Bon alors... Très rapidement, dans votre introduction, vous avez dit qu'il y avait des points d'entente possibles entre l'islam et la société occidentale, qui est malgré tout extrêmement matérialiste, où trop souvent l'être n'est pas privilégié au profit de l'avoir, justement. Alors, pourriez-vous préciser lesquels? Et enfin, une deuxième question de détail, est-ce que votre association a un rayonnement de la communauté musulmane marocaine, plutôt en France? Oui. Mais écoutez, justement, c'est précisément parce que il pourrait y avoir une interfécondation, si vous voulez, entre notre spirituel et votre matériel, qui se traduirait du côté matériel par un partenariat, parce que c'est pas possible de vivre au XXIe siècle, à l'ère de la mondialisation, de la villagisation, si vous voulez, du monde, sans penser à des partenariats économiques sérieux. Ça peut se passer au moins de ce côté-là, mais à condition qu'il y ait un échange équitable. Parce que pour moi, le traité de Barcelone de libre-échange, c'est en fait un traité entre les puissances ex-coloniales et les élites qui profitent de... Nous n'avons pas de dépenses publiques ici, nous avons toutes nos dépenses publiques sont des dépenses privées. Et donc, c'est vrai, ça atterrit dans les poches, le pétrole va aggraver encore mieux le processus. Ça va être vraiment, c'est une malédiction que nous sommes en train de vivre. Pourvu qu'il n'y ait pas de pétrole, je vous assure. Et je dis qu'il faudrait trouver un terrain d'entente en pensant sincèrement qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Quand on dit l'Occident, on ne dit pas des affreux, des personnes affreuses. Non, il y a de la